Je suis très content d'être là et je remercie les organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Donc je vais essayer de présenter une théorie, bon, très modestement, hein, une théorie qui est née il y a 15 ans dans l'appendice d'un papier de Beniamini et Schramm en 2001. D'accord. Bon, il y a beaucoup d'aspects à cette théorie. Donc, c'est la théorie de la convergence faible locale. Et je voulais vous en parler juste de quelques petits éléments. Et puis, bon, n'hésitez pas à m'interrompre. Il y a des notes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un peu. Je vais vous expliquer ce qu'on appelle la topologie de Benjamin-Schramm. Et demain ou aujourd'hui, on va voir une application en optimisation combinatoire. Et demain, on verra une application en dénombrement asymptotique, avec des couplages. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que cette convergence faible locale? D'accord? Donc, c'est un peu ennuyeux, mais ça prend à peu près 20 minutes à expliquer à peu près le début de cette théorie. Donc, on va prendre un graphe avec des sommets et des arêtes. Nos graphes ils seront localement finis, donc c'est l'hypothèse fondamentale de tout ça. Donc localement fini, ça veut dire que pour tout sommet, le degré du sommet est fini. D'accord? Donc on va s'intéresser à des ensembles de graphes, ou soit avec, par exemple, V peut être de cardinal infini, mais on veut qu'à chaque fois, le degré de chaque sommet, donc le nombre d'arêtes adjacentes à un sommet, soit fini. Il y a un pendant de cette théorie qui est pour des graphes denses, mais dont je ne parlerai pas. Donc, une fois que... avant de parler de construire une notion de convergence pour des graphes dans cette classe-là, on va d'abord construire une notion de convergence pour des graphes avec une racine. C'est plus facile parce qu'on a une origine. Donc un graphe enraciné, c'est un graphe avec une racine. D'accord? Et je vais supposer qu'il est connexe. Ok, donc ça c'est un graphe enraciné. Et quand j'ai une notion de... Je vais dire que deux graphes enracinés sont isomorphes. Bah, s'ils sont isomorphes, donc s'il existe une bijection de l'ensemble des sommets de G1 à l'ensemble des sommets de G2 qui transforme G1 en G2 et qui envoie la racine du premier graphe vers la racine du second. D'accord? Donc ça me fait une classe d'isomorphisme et on va s'intéresser à ces classes d'isomorphisme. Donc un élément dans cette classe d'isomorphisme, c'est ce que vous appelleriez un graphe enraciné sans label. Je ne me trompe pas? Sans label. D'accord? Donc on va classe d'isomorphisme, donc c'est les graphes enracinés sans label. Donc ensuite, on peut définir une distance pour quand on a deux éléments. Donc on va appeler G étoile l'ensemble de ces graphes enracinés, donc de ces classes d'équivalence de graphes enracinés localement finis, de graphes enracinés localement finis. D'accord? Et on va définir une distance si on a deux éléments dans deux graphes enracinés sans label. Leur distance, ça va être la somme. Alors, quand on a un graphe enraciné sans label, on va définir, par exemple, je l'appelle G. Si je mets G la racine T, ça veut dire que je ne regarde, c'est le graphe enraciné
euh, donc toujours la racine ne bouge pas, qui est engendré par les sommets qui sont à distance t de la racine. D'accord? Donc c'est le sous-graphe de celui-là, engendré par les sommets à distance O plus t de la racine. Où la distance dans le graphe, c'est la distance graphique au sens de... D'accord? Donc, de quoi? C'est ce sous-graphe-là où l'ensemble des sommets, c'est l'ensemble des sommets. Le sous-graphe induit, voilà, c'est beaucoup mieux que... Merci. Voilà. Et donc la distance, on va dire que deux graphes enracinés sont proches si je peux trouver un t grand tel que leurs deux sous-graphes induits sont égaux ou isomorphes. D'accord? Donc c'est 2 puissance t fois l'indicatrice que gt est différent de h de t. Oublie tout ça. Je ne vais pas parler de ce dont je vais parler à bord. OK? Donc ça me fait un bel espace avec une distance. C'est un espace... alors, c'est évident que c'est une distance. Oui, parce que mes graphes, déjà, ils sont enracinés, ils sont tous connexes. Parce que là, on ne voit que la composante connexe de la racine. Et effectivement, ce n'est pas complètement évident, mais c'est une distance. Et donc, on a cet espace G étoile avec cette distance. Alors cette distance, elle est locale, d'accord? Dans le sens, elle ne compare les deux graphes que par... en ne regardant que ce qui se passe au voisinage des racines, de leurs racines respectives. Oui? Oui. Oui, en fait, on pourrait l'écrire comme peut-être... Alors, je vais peut-être me planter, mais... Il y a une valuation comme dans les claviers, c'est 2 puissance moins la valuation. Oui, c'est 2. Alors peut-être à plus ou moins un près, ça va être où t, c'est le minimum, c'est le maximum des t tels que gt égale h de t ou quelque chose comme ça. On peut échanger la distance. OK, donc une fois qu'on a ça, donc ça me fait un bel espace métrique qui a le bon goût d'être complet et séparable. C'est ultramétrique, non? Non, je crois pas. Je sais pas. Ouais. Non, tu as peut-être raison. C'est vrai, t'as peut-être raison. OK, donc ensuite, quand on a une... donc est-ce que vous êtes d'accord avec... vous êtes bon avec la définition? Donc ensuite, donc on a cet espace et on va essayer de l'objet qui va nous intéresser, c'est pas vraiment G étoile, c'est l'espace des probabilités dans G étoile. D'accord? Ça se complique. D'accord? Donc c'est les mesures de probabilité. Les mesures de proba dans G étoile. Donc c'est les lois, je regarde des lois d'un graphe enraciné, d'un élément de G étoile, je regarde sa loi et j'appelle ça, d'accord? Donc maintenant, c'est l'objet qui va réellement nous intéresser, ça va être des graphes enracinés aléatoires. OK? Et vu que quand on a un espace métrique complet séparable, il y a une notion de... On peut associer une distance qui s'appelle la distance de Lévy-Prohorov qui maîtrise la distance, la topologie de la convergence faible dans P de G étoile. Je ne vais pas vous donner la distance, ce n'est pas très important, mais c'est juste, c'est la notion de la topologie qui va nous intéresser sur P de G étoile, c'est celle qui, telle que toutes les fonctions qui va être, telle que si f est une fonction, c'est la convergence
faible. Donc si f est une fonction continue bornée de g étoile dans R+, par exemple. Ouais, et local parce qu'on se souvient qu'elle a été construite à partir de cette distance-là. Donc si j'ai une fonction continue bornée sur, par exemple, une fonction continue bornée sur G étoile, et que je veux, et que ρn, donc ρn, généralement, ça va être des mesures de probabilité dans G étoile, je vais dire que ρn converge faiblement vers ρ, si pour toute fonction, pour toutes ces fonctions f, alors, donc je vais utiliser une notation que je vais utiliser plein de fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette notation? Je vois la moyenne de cette fonction f. Lorsque je prends la moyenne, donc je vais dire espérance, et je vais indiquer souvent je vais souvent indiquer la loi sous laquelle je prends la moyenne comme un exposant sous l'espérance. D'accord? Si la moyenne sous ρn de la fonction f converge vers la moyenne de f sous la loi ρ. D'accord? Donc ça me fait un nouvel espace. Ça a l'air compliqué, mais ça va être très simple. Donc c'est un espace métrique, à nouveau, complet séparable. OK. De quoi? Bah, alors, les fonctions continues, donc la topologie engendrée par cette distance, c'est la plus petite qui va rendre les fonctions suivantes continues. Je vais m'intéresser à f de g, qui vaut par exemple f de g0, qui vaut l'indicatrice que par exemple g de 0 t est égal à un certain g, où g c'est un élément dans g étoile. D'accord? Donc cette fonction, d'accord, donc c'est une fonction dans 0,1. Cette fonction-là, elle va être continue pour Dloc, évidemment. OK? OK. Donc, ouais. Ah, je dis, je veux que je suis... Ça va pas forcément. De quoi? Non, tout de suite ne converge pas. Je dis juste que je vais dire que ρn, une suite de proba dans G étoile, va converger vers ρ, une suite de proba dans G, dans le sens que si elle vérifie cette hypothèse. Oui, oui, oui. Alors maintenant, c'est pas. On va essayer de. Ouais, alors maintenant, l'idée de la théorie des barres. La théorie des barres. Donc, on va s'intéresser à des graphes finis. D'accord? Un, ils sont ni connectés, ils ont pas de racine évidente, et deux, ils sont pas forcément connexes. D'accord? On va leur associer, donc ça c'est l'idée de Benjamin et Schramm, on va leur associer un élément dans P de G étoile, que je vais appeler U de G. Donc je vais l'écrire d'abord pour les probabilistes, et après je vais l'écrire pour le reste de l'audience. Alors, ça va être la définition. Alors, G de V, ça va toujours être, quand j'ai un graphe, G de V, c'est la composante connexe de G qui contient V. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette mesure U de G, la masse qu'elle met sur... vous voulez l'estimer sur... je vais utiliser la notation que j'utilisais là-bas. Sur une certaine fonction quelconque, l'espérance ou U de G d'une fonction dans G étoile, ça va s'écrire comme 1 sur cardinal de V fois la somme sur tous les sommets de f de G de V, V. Donc U de G, c'est la mesure correspondant à enraciner en un sommet aléatoire. Voilà, donc c'est aussi la loi. U de G, c'est la loi
de G enraciné en un sommet qui est uniforme sur mon espace d'état, sur l'espace des sommets. Si, ça va être très important qu'on enracine uniformément. Alors on pourrait enraciner avec une notion de poids tant que le poids ne dépend que du voisinage local du graphe, mais pas du label du graphe par exemple. Est-ce que c'est un truc qui a le droit de rentrer dans un... Oui. Alors, on va faire plein d'exemples après pour que ça soit plus clair. Oui. Je t'écoute. Ouais. Oui, oui, celui-là, en fait, disons, oui, effectivement. C'est plus clair comme ça, je pense. Merci. D'accord, donc UG, c'est la mesure empirique. Donc un probabiliste dirait que c'est la loi du graphe enraciné sur un sommet uniforme. Et un statisticien vous dira que c'est la mesure empirique des voisinages du graphe. D'accord ? Parce que rappelez-vous que G de V, vous pouvez voir ça comme le graphe vu du point V. Et donc, alors on va faire un exemple. On a perdu beaucoup d'informations. Si par exemple mon graphe, c'est, pour être vraiment explicite, si mon graphe par exemple c'est, je sais pas moi, ça. Au départ, mon graphe, il a des labels sur les sommets. Mon graphe, par exemple, c'est ça. D'accord ? Quand je le passe dans la machine U de G, ça va être égal à quoi ? Donc j'ai 6 sommets. Ça va être égal à 1 tiers du graphe enraciné là avec un sommet là, plus 1 tiers du graphe enraciné là, comme ça, plus 1 tiers du graphe tac. D'accord ? Vous êtes d'accord avec ça ? Donc vous voyez qu'on a perdu, l'objet sur lequel on va travailler, c'est lui. Donc on a perdu de l'information. Ouais, 2/6. Ça serait plus clair. Non mais ça aurait été plus clair, ça aurait été plus clair. D'accord ? Donc on a perdu une information, mais bon, on a quand même... Donc ça, c'est l'idée de Benjamin Eshram. Donc en fait, il aurait pu y avoir un autre choix qui était que quand je visite les voisinages, si je trouve des boucles, j'oublie le fait qu'il y ait des boucles, je fais des doublons de sommets. J'ai pas compris. Donc là, tu identifies les boucles, parce qu'il y avait des étiquettes partout, donc à un moment donné, si les graphes étaient finis. Ouais. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et il y a un analogue de ça où tu prends le revêtement de parade de la sortie de voie, qui est des fois plus facile à traiter parce que... Alors, on verra tout à l'heure qu'on on peut enrichir cette topologie, mettre des poids, des fonctions qui dépendent. Bon. Alors, on va. Ah oui, donc une première définition. L'objet des mesures qui vont nous intéresser. On va s'intéresser à. Il y a des noms bizarres dans cette théorie. On va s'intéresser aux mesures sophiques. D'accord ? C'est quoi ? C'est la fermeture de l'ensemble des U de G où G est un graphe fini. D'accord ? Donc c'est l'ensemble c'est la fermeture, c'est l'ensemble des mesures ρ tel qu'il existe une suite Gn de graphes finis
tel que U de G de N converge, donc au sens faible, hein, vers ρ. C'est l'ensemble des mesures que l'on peut obtenir en faisant cette machine G donne U de G pour tous les graphes finis, et je regarde tous les points, toutes les mesures que je peux obtenir comme ça, toutes les mesures de probabilité. Non rationnel, on va voir qu'il y a des objets un peu compliqués qui peuvent apparaître, mais non rationnels. Mais avec des graphes finis, Ouais. le U de G, c'est toujours une somme de trucs, une somme de Dirac avec des coefficients rationnels. Ah oui, tout à fait. Ouais. Mais si tu prends des limites, Tu fais ce que tu... Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Un peu. Alors on va faire des exemples. D'abord de convergence faible pour être sûr que tout le monde a bien compris la définition. Cet espace-là, est-ce qu'il est convexe? Disons, la notion de... Pour quelle notion de convolution ou de somme? Oui, oui. Oui, ça va être convexe. Il y a des points extrêmes. Oui, c'est convexe. Oui, il y a aussi... Je pense, oui. Il y a des notions de mesure irréductible. Si tu fais une combinaison rationnelle, tu peux imaginer. Ah ben c'est ça. Ah, le mot sophique. Plus tard. Bon, le mot, c'est alors, on verra plus tard. C'est Gromov il y a une sorte de théorie parallèle en théorie des groupes. Cette théorie-là contient, c'est plus général que les analogues en théorie des groupes. Et Gromov a défini ce que c'était qu'un groupe sophique comme étant un groupe qui peut, en un certain sens, s'approximer par une suite de graphes finis. Mais je vous en parlerai plus tard ou jamais, mais c'est dans les notes. Prenons ce nom comme une boîte, c'est pas important. Donc, on va faire des exemples. On va être plus basique que ça. Donc, par exemple, quelle est la limite au sens... Ah oui, donc, parfois, on va dire que G de N a limite au sens de Benjamini-Schramm, par exemple, une mesure. Donc, G de N, c'est une suite de graphes déterministes. À limite au sens de Benjamini-Schramm, ρ, qui est une mesure de probabilité dans G étoile, si U de G de N converge vers ρ. D'accord? Donc, vous voyez souvent cette notation où les gens parlaient de convergence Benjamini-Schramm. Donc, si par exemple, ça c'est mon graphe Gn, quelle est la limite U de G de N? La limite de U de G de N. Alors, voilà, donc la limite au sens de Benjamini-Schramm de G de N, ça va être quoi? C'est un objet qui n'est pas aléatoire. C'est le graphe de Z enraciné en l'origine. D'accord? Bon, si vous voulez, Z enraciné en 0. D'accord? C'est facile, vous prenez n'importe quel voisinage. Finalement, si vous prenez un voisinage de taille T, le nombre de points qui vont voir les bords, il est de l'ordre T. Mais vu que vous allez faire tendre n vers l'infini, le nombre de points sur les bords, il y en a assez suffisamment peu, et vous allez faire converger la mesure empirique vers la même chose que... Alors, effectivement, il y a plein d'objets. Par exemple, si mon G de n, c'était un graphe comme ça, et puis avec une union disjointe, où là j'en ai n, et là j'en ai, je ne sais pas, n. D'accord? Si ça, mon graphe, c'est un graphe déconnecté avec cette union de ce cercle-là plus ça, la limite de UG de n, c'est la même chose. D'accord? Donc oubliez cette topologie, quand vous prenez la limite, vous perdez énormément d'informations, tout ce qui est composante connexe, etc. Vous ne gardez qu'une information de mesure empirique
qu'est-ce qui se passe localement autour d'un point typique. Alors, un autre exemple. Un autre exemple, c'est si on prend par exemple, vous prenez un arbre binaire, d'accord, et vous vous arrêtez à profondeur n, enfin h, disons. Et donc ça, c'est mon graphe, oui, n, c'était bien en fait. Et ça, c'est mon graphe Gn. Quelle est la limite? Bon, quelle est la mauvaise réponse déjà? Quelle est la mauvaise réponse? Voilà, ça ne converge pas. Sa limite, ça ne converge pas vers un arbre binaire infini. Parce que, par exemple, la moitié des sommets sont des feuilles. Voilà, par exemple, la moitié des sommets sont des feuilles. Donc, en exercice, quelle est la limite de cette suite-là? Il devrait être avec probable 2 moins k, un arbre de profondeur k et un arbre infini, c'est ça? On verra ça demain soir. Un autre exemple, si vous prenez, alors là, souvent, il y a des exemples de... si vous prenez Gn, qui est... Donc là, c'est un graphe aléatoire qui vaut un graphe d'aire de Srénie de paramètre n, c sur n. C'est-à-dire, vous avez n sommets et chaque arête est présente avec probabilité c sur n indépendamment des autres. Donc à ce moment-là, donc ça, c'est un graphe aléatoire. Donc presque sûrement, par rapport à l'aléa du graphe, U de G de n va converger vers quoi? Vers un arbre enraciné qui va être un arbre aléatoire qu'on va appeler l'arbre de Galton-Watson. Avec une distribution des enfants qui est Poisson de paramètre C. Donc la racine a Poisson C enfants, et tous les sommets, tous les voisins de la racine ont un nombre d'enfants tirés indépendamment qui a la même distribution, etc. D'accord? Donc la limite au sens de Benjamin Ishram d'un aire de Srénie, c'est un arbre de Galton-Watson. Est-ce qu'il y a un autre exemple? Ah oui, un autre exemple peut-être, et après j'arrête les exemples. Par exemple, si vous prenez un arbre, donc à nouveau ça va être un objet aléatoire, vous regardez l'ensemble des arbres à n sommets, et vous regardez avec des labels, et vous regardez la mesure uniforme là-dessus. D'accord? Donc c'est l'arbre uniforme à n sommets. D'accord? Et vous mettez au sens des graphes. Voilà, un arbre de Cayley. Avec n labellisé. Voilà. Bon, ouais. Alors, c'est facile à montrer si tu les marques, mais ça reste vrai si tu ne les marques pas. Non, mais bon. Disons, c'est plus facile à montrer. Donc cet objet-là, il se converge au sens de Benjamin Ishram vers un objet qui a un nom assez moche, qui a été trouvé par Grimet dans les années 80, qui s'appelle, alors je sais pas, ça s'appelle le skeleton tree, l'arbre au squelette. Bon. C'est un peu... Alors l'arbre au squelette, donc vous le construisez comme ça. Donc c'est à nouveau, vous avez les entiers naturels. Non, et à chaque entier, vous associez un arbre indépendant. D'accord? Où les TI, c'est un arbre de Galton-Watson, c'est le même que tout à l'heure, qui a un nombre d'enfants, dont la loi des enfants, c'est Poisson de paramètre 1. Donc avec proba 1, cet arbre, il est fini. Et donc à chaque sommet, vous attachez cet arbre fini. Et l'objet, et vous l'enracinez en 0. Il y a un seul chemin à l'infini, une seule fin. Alors, voilà. Donc ça, c'est des exemples. Donc vous avez vu, c'est une... Oui, je crois, oui.
Il y a un papier d'Aldous sur ce sujet que j'ai jamais regardé, mais il y a un analogue. Tu as raison. Je sais. Ouais, je sais pas. Tu vas pas les voir asymptotiquement. Alors, donc on a une notion de convergence, de graphe, de suite de graphes. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va s'intéresser à quelles sont mes fonctions continues. Parce que je pourrais répéter des exemples de suite de graphes finis pour lesquels j'arrive à identifier la limite. Mais pour que ce soit utile, il faudrait au moins que je sache quelles sont les fonctions qui sont continues pour ma topologie. D'accord? Donc, on va utiliser une idée de le mot de fonction estimable. Qu'est-ce que ça veut dire? Les fonctions, on va regarder GF, ça va être l'ensemble des graphes finis. Sans label. D'accord? Et on va se prendre une fonction f de g de f dans, je sais pas, dans 0,1 ou dans R, peu importe. D'accord? Donc c'est une fonction qui a un graphe sans label ou une fonction qui associe un nombre. Et on va dire que f, elle est estimable. Et ah oui, on va prendre H, un sous-ensemble de GF, un sous-ensemble de graphes. Et estimable sur H, si vous prenez n'importe quelle suite de graphes Gn dans H, qui convergent au sens de Benjamin-Ishram vers une mesure limite, d'accord. La fonction de G de n, f de G de n, va converger vers un nombre, f, qui ne va dépendre que de ρ. C'est-à-dire si j'ai deux fonctions qui ont la même limite faible, qui ont la même limite au sens de... Excusez-moi. Si j'ai une fonction estimable et que j'ai deux suites de graphes qui convergent vers la même limite, la valeur de la fonction sur ces deux graphes va être asymptotiquement proche. D'accord? Non, c'est une suite de graphes déterministes. Je prends une suite de graphes déterministes. Voilà. Donc, alors, un exemple un peu stupide. Donc, un des sports dans le domaine, c'est de montrer que des fonctions qui ont l'air compliquées sont estimables en ce sens-là. D'accord? Parce que je vous rappelle que, enfin, on verra juste tout. Ah. Alors, non. Ouais. On va faire un exemple. Ça sera un exemple. On n'avait pas dit qu'on était intéressé d'apprendre aux fonctions applicatrices sous les rayons n de certains graphes G. Oui, par exemple, voilà, par exemple, une fonction qui va être bon, il y a des fonctions qui sont trivialement estimables. Par exemple, un exemple, si par exemple je regarde, je vais définir f de g qui vaut 1 sur nombre de sommets dans G, de la somme sur les sommets de... Qu'est-ce que je veux dire? Non, je veux faire... Qu'est-ce que je veux faire? Des sous-ensembles
je prends 3 points et je regarde si le graphe G intersecté avec engendré par ces 3 points est un triangle. D'accord? Est isomorphe à un triangle. D'accord? Donc je compte le nombre de triangles dans mon graphe. Bah, je compte le nombre de graphes. Non, je veux compter le nombre de triangles dans mon graphe. De quoi? Oui, alors, on va voir si ça va être correct. Donc cette fonction, je peux la réécrire comme 1 tiers fois la somme sur les sommets, d'accord, de l'indicatrice que je vais regarder, c'est la somme dans les sommets, et je vais compter, alors je vais l'écrire, du nombre de triangles dans G, dont V est le sommet. Quand même, on pouvait remarquer que les degrés, c'était la partie. Oui. Les degrés de chaque sommet, c'est fini. Ouais. Donc ça n'utilise pas la divergence que je mentionnais. Là, c'est pour les objets. Alors, non, non. Donc par exemple, je dis que cette fonction-là, elle va être estimable, par exemple, sur, je sais pas moi, sur G de D, qui va être l'ensemble l'ensemble des graphes finis avec un degré plus petit que D, par exemple. Donc je regarde l'ensemble des graphes dont les degrés sont uniformément bornés par D, parce que ça, je peux l'écrire comme l'espérance sous U de G d'une certaine fonction de G. Alors, ouais, bon. D'une certaine fonction de G, de phi de G de 0 sur 3, où phi de G de 0, c'est le nombre de triangles le nombre de triangles qui ont la racine comme sommet. OK? Donc si ça ne dépend que du 2 voisinage ou du 1 voisinage de mon graphe enraciné en la racine. D'accord? Donc j'ai juste un problème que cette fonction n'est pas bornée. Donc si je me restreins à des graphes dont les sommets sont bornés, cette fonction elle est continue, elle est bornée, donc elle va être estimable sur cet ensemble-là. D'accord? Bon, c'est pas un exemple très excitant. Donc le souci, c'est que même savoir que les degrés moyens est fini n'utilise pas à savoir que la somme des degrés est finie. Voilà, pas dans ce cas-là. Mais après, on va avoir d'autres fonctions. Alors, il y a des fonctions beaucoup plus intéressantes qui sont estimables. Je vais vous en donner... alors, on va en faire... On va essayer d'en... Demain, aujourd'hui, on verra des exemples. Je vais vous donner 2 résultats que je ne démontrerai pas. Le premier, par exemple, c'est... On va regarder 1 sur V log de CK de G, où CK, c'est le nombre de coloriages, de K coloriages de G. Donc je regarde le nombre de façons de colorier avec O plus K couleur mon graphe, de telle manière à ce que ça soit un coloriage. Et je regarde le log de ça, je divise par 1 sur V. Et ça, c'est estimable. Cette fonction-là, elle est estimable sur GDF, l'espace des graphes si le degré est suffisamment petit par rapport à K, donc je crois que c'est si D est strictement plus petit que 2K. Donc si vous avez beaucoup de couleurs, c'est pas... Donc ça, c'est un résultat de Borx, Chase, Kahn et Lovaas. Donc vous pouvez... cette fonction-là ne dépend que si vous avez une suite de graphes dont les degrés sont uniformément bornés par D, vous regardez le log du nombre de coloriages dans votre graphe avec suffisamment de couleurs, ça va ne dépendre que de la limite. Alors, si tu as peu de couleurs, par exemple, si tu regardais des propriétés comme par exemple la planarité ou le fait d'avoir des petites configurations locales qui te perturbent, qui te changent complètement de serait-ce le fait d'avoir ou non un 3 coloriage ou un 4 coloriage,
Ça peut dépendre juste d'une configuration pathologique qui est quelque part dans ton graphe. Mais toi, tu ne le vois pas à la limite parce que tu ne vois que des choses que tu peux voir à improbabilité positive vu d'un sommet typique. Donc tu ne vois dans ton graphe, dans la limite de ton graphe, que des phénomènes qui ont lieu pour une proportion positive de sommets. Par exemple, si toi, quand vous un clic épuise ensuite des graphes, Par exemple. ce mec-là, il va trouver tous. Exactement. Il ne saura jamais s'il y a ou pas parce qu'il y a un probable charge séparée. Exactement. Ou par exemple, ce matin, les couplages parfaits, c'est très facile de faire le même genre d'exemple. Le nombre de couplages parfaits n'est pas une fonction continue ou estimable au sens de Benjamin-Schram. Un autre résultat, c'est par exemple 1 sur V du même tonneau du log de T de G où T. Donc ça va être donc T de G, ça va être le nombre d'arbres couvrants. Donc ça va être estimable sur les graphes connectés de GF. Connexes, pardon. Donc ça, c'est un résultat de Lyons. Donc à chaque fois, il y a une bonne raison pour laquelle ce résultat est vrai. Et il y a plein d'autres fonctions qui sont estimables. Et on va essayer d'en voir, on espère 2 pendant ce cours. D'accord ? Donc même si votre topologie elle est très rustique, il y a des fonctions intéressantes qui sont, en un sens, qui sont continues pour votre topologie. Et un mot sur peut-être un mot sur les compacts. En fait, essentiellement, la plupart des suites finies de graphes admettent des sous-suites de graphes convergentes. D'accord ? Donc je ne vais pas le démontrer, mais c'est pas très excitant, mais on peut montrer que si vous prenez une fonction phi qui va de n dans R+, par exemple, qui croît plus vite que x, qui croît plus vite que linéairement. Si vous avez que la somme, si vous regardez l'ensemble des graphes, alors je vais essayer de l'écrire tranquille. Donc il existe un compact pi, d'accord, donc qui dépend de phi, qui est un sous-ensemble des mesures sophiques de G étoile et qui est compact. D'accord ? Excusez-moi, qu'est-ce que j'écris ? L'ensemble pi, pardon. L'ensemble. Si j'aurai l'ensemble des graphes finis, si j'aurai l'ensemble des graphes des graphes finis, tels que si vous regardez la 1 sur, vous regardez votre fonction phi évaluée sur la somme sur tous les degrés de votre graphe. Si ça, par exemple, c'est plus petit que 1 ou plus petit que 2 ou n'importe quoi, cet ensemble-là, pi bar, est compact. D'accord ? Donc, par exemple, si par exemple, si vous avez que la somme des carrés des degrés de vos... Si vous avez une suite de graphes telle que la somme des carrés des degrés est plus petit que, je ne sais pas, une certaine constante C, d'accord ? Alors, vous pouvez... votre suite de graphes GN, elle admet des sous-suites convergentes. Ok ? Donc, dès que vous avez un tout petit peu plus que le fait que le degré moyen est borné, mais que le degré, pour une certaine fonction qui tend vers l'infini, le degré...
la moyenne pour cette fonction de long des degrés est finie, alors vous allez avoir des limites. OK? Donc, bon. C'est les U de G. Ah oui, merci. Donc essentiellement, tous les suites de graphes, la plupart des suites de graphes dont les degrés sont d'ordre 1 vont avoir des suites convergentes. OK? Donc quasiment tous les graphes dans cette catégorie-là ont des limites au sens de Benjamin-Ishram. Et pourtant, donc c'est un espace qui a plein de compacts, et pourtant qui a des fonctions continues intéressantes. Alors, il y a une propriété sur laquelle il y a une propriété clé. Bon, je ne reviendrai jamais sur ces histoires de topologie. Donc, il y a une propriété clé que vérifient ces limites, c'est l'unimodularité. Tout, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a des soucis des signes? Par exemple, je pourrais avoir degré carré de V moins un dixième degré cube. Et ce truc-là, en fait, la moyenne sur Gn va vers une constante, mais une valeur absolue pas. Je dois demander qu'il converge une valeur absolue. En valeur absolue, oui. Il faut que la fonction soit dans R+, sinon... Tu mets moins, sinon, et puis c'est marqué. Sinon... oui, il faut que ça veut dire, au sens des statistiques, des probabilités, ça veut dire que la mesure empirique des degrés est uniformément intégrable. Tu construis une fonction toute propre. Voilà. Parce que je pourrais avoir une fonction qui va dans R+, mais pour des outils à moi, je fais un développement de Taylor et les coefficients sont négatifs, mais si la fonction est dans sa totalité, c'est positif. Ouais, non, là, il faut un peu plus quand même. Donc la propriété clé le mot-clé autour de toute cette théorie, c'est la notion d'unimodularité. Alors, ça peut aussi s'appeler le principe de transport de masse. D'accord? Donc, ça va être une propriété qui donne, qui va être vérifiée pour toutes les mesures sophiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc maintenant, on fait G 2 étoiles. Plus dur. Donc c'est pareil, ça va être l'ensemble des graphes doublement enracinés, donc avec deux sommets distingués, sans label. OK? Et donc on peut leur donner évidemment la même topologie faible, la même distance d'éloque là. Oui, oui, ils sont ordonnés les deux. Oui, donc c'est un élément GUV et U et V. Donc la classe d'isomorphisme, c'est j'envoie G vers G', U vers U' et V vers V'. Non, non, pas forcément. Donc on peut définir une nouvelle distance d'éloque. Vous regardez le fait que vous regardez les boules autour de U, les boules autour de V, vous voulez que... etc. Donc on va dire qu'une mesure, elle est unimodulaire. Donc c'est la définition clé de ce cours. Donc faites-moi répéter jusqu'à ce que vous ayez compris. Ou jusqu'à ce que j'ai plus le temps. Alors, excusez-moi. Une mesure est unimodulaire. Si, pour toute fonction f, alors bon, donc elle va être de G étoile dans R+. Bon, elle va être mesurable, mais bon, pour cette distance, oublions ça. L'espérance sous ρ de la somme de f de G de 0V est égale à l'espérance sous ρ de la somme de f de G de V0. Je peux écrire deux fois la même chose? Non, c'est bon. D'accord? Donc à nouveau, sous la loi ρ, G
sous la loi ρ, donc ma paire GO à loi ρ, et donc V, c'est l'ensemble des sommets de G. D'accord? Donc une loi qui vérifie cette égalité pour toute fonction f comme ça, on dit qu'elle est unimodulaire. Propriété... Quoi? Ouais. Alors, la seule chose à remarquer, c'est que là, il y a 0V et là, il y a V0. Alors, pourquoi est-ce que ça s'appelle un principe de transport de masse? Parce que si vous pensez que f de G UV, c'est une quantité de masse envoyée de U vers V dans le graphe G, pourquoi pas? Vous pouvez définir votre fonction f comme ça, c'est une fonction positive. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que la quantité de masse que la racine envoie, en moyenne, est égale à la quantité moyenne qu'elle reçoit. Quoi? Alors, voilà, on va faire des exemples. Alors, voilà, alors, on va faire plusieurs exemples. Non, c'est pas ça que je veux faire. On peut pas remonter celui-là? Ouais. C'est pour ça que la fonction elle est positive. Alors, des exemples. Par exemple, on va prendre f de G U V qui vaut l'indicatrice que, par exemple, le graphe enraciné en U appartienne à, je sais pas, satisfait une certaine propriété. Par exemple, son degré, c'est 3. Oui, par exemple, j'ai le droit de faire ça. Ma fonction peut très bien ne dépendre qu'une des deux éléments. Donc le seul cas facile pour f, c'est quand f est symétrique sur l'échange. Oui, alors ça, c'est pas intéressant, effectivement. Donc être dépendant d'une seule fonction. C'est là où il y a des propriétés intéressantes qui arrivent. Donc si j'applique à cette fonction-là, donc par exemple A, ça pourrait être, je ne sais pas, le fait que le degré de la racine vaut 3. D'accord? Ce que vous appliquez là, ça va vous dire que le nombre à gauche, ça ne va pas dépendre de V. Donc vous avez degré de la racine fois indicatrice que... Ça, c'est le terme de gauche, si je ne me trompe pas. Ça ne dépend pas de V, ma fonction. Donc à chaque fois, je fais somme sur tous les V. Ah, excusez-moi. On va faire indicatrice pour pas faire... Indicatrice que UV soit une arête du graphe. C'est bien, vous suivez, c'est bien. Bon, sinon, ça fait l'infini égal. C'est pas très intéressant. Donc à ce moment-là, à gauche, j'ai le fait que le degré de la racine, j'ai le degré fois cette indicatrice, est égal à droite. Et bien, ce que ça vaut, donc la somme sur tous les voisins de la racine de l'indicatrice que le voisin, le graphe enraciné dans le voisin, est dans cet ensemble. Donc par exemple, on va démontrer un lemme. Donc soit un tel événement si ρ presque sûrement, donc ma mesure elle est unimodulaire, hein. Si ρ presque sûrement, le graphe enraciné à la racine, il appartient à cet ensemble A. D'accord? Alors, ρ presque sûrement, pour tout sommet dans mon graphe, G enraciné en V appartient à A. Donc ce lemme s'appelle tout se passe dans la racine, ou quelque chose comme ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour... Donc si une propriété est vraie pour le graphe enraciné avec probabilité 1 pour le graphe enraciné dans la racine, ça va être vrai en fait pour tous les graphes enracinés n'importe où. Oui, ρ unimodulaire, sinon c'est...
Ah oui, donc les mesures unimodulaires, on va les appeler unimes. Alors la preuve, on va faire. Donc la preuve, on va faire cette fonction-là. J'enlève ça là. D'accord? Donc à gauche, j'ai la somme sur tous les sommets de l'indicatrice que G de 0 est dans A. Et à droite, j'ai la somme sur tous les sommets de l'indicatrice que G de V appartient à A. Cette phrase-là me dit que ça vaut 0 presque sûrement. Donc ça vaut 0. De quoi? Je dis la somme. Cette variable, elle vaut 0. Vous faites tu sommes un nombre dénombrable de fois 0, ça va toujours faire 0. Ah, excusez-moi. Ok, pardon. Bon, vous êtes d'accord là? Oui, donc excusez-moi. Ça fait 0. Et donc, à gauche, vous avez le nombre de V tel que G de V tel que G de V dans A. Donc ça fait 0, ça doit falloir 0. Donc ça, c'est cet énoncé-là. Excusez-moi. À cette fonction-là. Ça ne va pas chercher très loin. Alors, on va montrer maintenant que c'est un exemple d'application de l'immodularité. Donc là, on voit qu'il y a une sorte de propriété d'ergodicité ou quelque chose comme ça qui est encodée de stationnarité qui est encodée dans cette définition. Alors, pardon? On pourrait soupçonner que les fonctions F, on a déjà vu qu'il y a des classes de fonctions F pour lesquelles l'unimodalité devient triviale, par exemple, qui sont symétriques. Oui. On pourrait soupçonner que les fonctions F où il n'y a pas. Alors, oui, la définition, c'est pour tout F. Hein. Alors, on va. Alors, le lien entre l'immodularité et ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est que si G est fini, U de G est unimodulaire. Alors, pourquoi c'est vrai? Donc, qu'est-ce que ça vaut à gauche? Je vais écrire qu'est-ce que vaut l'équation de gauche si ρ c'est U de G. Ça vaut 1 sur cardinal de V fois la somme sur les U dans V fois la somme sur les V dans V de F de G de la composante connexe qui contient U de F de G de U. Oh, bon, on va supposer que G est connexe. Il ne faut pas s'embêter, sinon vous étendez ça. C'est pas très compliqué. Sinon, il faut faire un tout petit peu attention. Là. Bref, ça rajoute un peu des notations. Donc, le terme de gauche, si G est connexe, le terme de gauche, c'est la somme sur tous les... Ça, c'est l'espérance de U de G de la somme sur V de F de G... c'est quoi 0V. D'accord, donc ma racine, je fais la somme sur toutes les racines possibles, je renormalise, et vous inversez le sens de la somme, et vous obtenez évidemment que c'est la même chose que l'espérance sur U de G, de la somme sur les sur les V dans V, des F de G de... D'accord, vous allez changer juste la somme. Une autre propriété de l'unimodularité, qui n'est pas très difficile à montrer, mais que je ne vais pas montrer, c'est que l'ensemble des mesures unimodulaires, c'est fermé.
D'accord? Donc fermé, toujours au sens de cette euh, convergence topologie faible locale des mes mesures. D'accord? Donc vu que les mesures sophiques c'était aussi infermé, les mesures sophiques, toutes les limites, vu que UJ est unimodulaire, si vous êtes sophique, vous êtes unimodulaire. Dans cette étape, les fonctions unimodulaires sont celui pour lesquelles on a le droit de changer l'ordre de summation dans U et V, chose que naïvement on préférait qu'il est toujours vrai, mais en fait pas. Voilà. Voilà, en un sens ce calcul à UJ fini nous montre bien de quoi l'unimodularité retourne, effectivement. Donc il n'y a pas d'exemple connu de mesure unimodulaire qui n'est pas sophique. C'est une conjecture. Enfin, les gens, la moitié, elle est sûrement fausse, enfin, on n'en sait rien. Disons qu'actuellement, j'ai l'impression que des gens cherchent un contre-exemple. Ok. Donc, quelle heure il est? Ah oui. Moi, je voulais vous parler un peu des graphes de Cayley, mais je vais ça sert à... Dans les notes, j'explique un peu le mot d'unimodulaire et le mot de sophique qui viennent de la théorie des groupes, mais je vais faire l'impasse là-dessus. Je vais juste faire un commentaire comme quoi on peut étendre cette topologie à des graphes enracinés. À des graphes à poids, excusez-moi. Donc on va prendre un graphe à poids, ça va être G. Des graphes pondérés. Donc ça va être un graphe G bar, c'est la paire formée par un graphe et par une fonction qui va aller de V carré dans, je sais pas, votre ensemble préféré, oméga. Et voilà. Donc ça va vous faire un graphe à poids. Et donc on peut s'intéresser à... On peut à nouveau redéfinir U de G pour un graphe pondéré. OK ? On peut définir à nouveau la distance. On va commencer par Deloc. Dans Deloc, vous aviez la distance entre... ça faisait la somme des 2 puissance moins t indicatrice, vous vous rappelez, GT, différent de H de t. C'est les courbes de sommet qui pondèrent, et pas les arêtes. Ouais, bon, on fait les coupes de sommet pour permettre d'avoir des poids, des arêtes, des graphes orientés, par exemple. Mais si vous voulez, on peut regarder des poids juste symétriques, hein, qui dépendent que des arêtes. Ah oui, excusez-moi. Et donc, ce qui est important, c'est que W de UV égale 0 si U est différent de V et UV n'est pas une arête. Donc effectivement, on veut qu'il n'y ait des poids que sur les arêtes du graphe ou peut-être sur les sommets. OK ? Et donc là, votre distance Deloc, vous allez la remplacer pour les poids. Donc si par exemple votre espace oméga, il a une distance, il est métrique pour une certaine distance petit delta, vous allez remplacer ça par la distance entre deux graphes pondérés. Ça va être enraciné, ça va être le fait que sans les poids, si vous enlevez les poids et que vous regardez à profondeur t, vous voulez être... est-ce que vous êtes isomorphe ou pas? OK. Mais on veut aussi que dans le cas où vous êtes isomorphe, que les poids soient proches les uns des autres. OK? C'est un peu moche, désolé. Ou, alors, donc si GT égale H de T, et, alors je vais l'écrire, donc il existe une... Et que la distance entre U, V et donc votre graphe, donc le poids pour le graphe G et le poids pour le graphe H, vous voulez que... disons, s'ils sont isomorphes, vous pouvez identifier les sommets, vous pouvez identifier les poids, et vous allez pénaliser si jamais
vos poids sont à distance, je ne sais pas, 2 puissance moins t. Strictement, ils peuvent avoir beaucoup de résidus et il y en a une telle que les poids Ouais, proches. exactement. Bon, c'est pas à écriture près, c'est pas très compliqué d'étendre ça au graphe pondéré. Alors, dans les 5 minutes qui restent, 10 minutes, je vais vous... E, c'est l'ensemble des arêtes. Ben, disons, j'ai deux graphes enracinés. Donc, j'ai G que je peux écrire comme G bar oméga, où G bar, c'est un graphe enraciné, sans poids. H, c'est H bar oméga G. H bar, c'est H oméga H. Et effectivement, là, il existe un isomorphisme entre G bar et H bar, tel que les poids soient... Qu'il n'existe pas d'isomorphisme. Il n'existe aucun isomorphisme tel que les poids soient proches à distance, disons, 2 puissance moins t. Mais donc tu peux avoir des graphes qui sont égaux, alors qu'ils ont, pardon, des graphes qui, en tant que graphes sont égaux, mais avec des poids différents, qui sont à distance zéro, et ça va. On peut avoir des graphes. Parce que tu vois, tu fais pas une somme sur les distances, sur les poids là. C'est-à-dire que si les poids sont différents, S'il existe des... ça peut quand même être à distance zéro, ce que je veux dire. non. C'est quel que soit où il existe. Ah oui. Différence des 2 à la moins 10, la distance, ça sera également 10. Si les poids sont différents, par exemple, je sais pas, si le poids de la racine est différent, bon, c'est juste, on veut juste dire que deux graphes sont proches s'ils sont isomorphes, sur une grande boule et qu'on peut choisir cet isomorphisme de telle manière à ce que les poids soient proches les uns des autres. Et vous rendez cette phrase explicite et vous allez obtenir la bonne topologie. Donc on peut définir U de G, unimodulaire. De quoi, les graphes pondérés? Voilà. Ça généralise strictement. Ok, donc maintenant, je vais vous parler. On va faire une première. Ok. Ce qu'on va faire essentiellement demain. Donc ça va être. Rajouter une condition sur le fait que s'il y a des poids qui sont plus petits que 2 à la moins 10, je ne les compte pas dans l'égalité des graphes. Parce que c'est comme si c'était 0, et si c'est 0, on les a éliminés. Ok, ça c'est la façon la plus simple de définir. Après, effectivement, on peut changer la définition de localement fini et on pourrait imaginer des graphes, par exemple, dans la somme des poids qui ont possiblement un nombre infini de sommets, de descendants, un nombre infini de voisins, mais dont la somme des carrés des poids ou la somme des poids est converge. Tu vois, si par exemple tes poids c'est dans R+. Donc ça fait une autre topologie, effectivement, qui est encore plus... qui généralise encore plus celle-là. Mais c'est un choix possible, effectivement. Alors, on va définir les arbres, on va s'intéresser. Donc j'ai pris un exemple d'optimisation combinatoire. Moi j'ai pris le plus simple. Enfin, les arbres couvrants minimaux. On va essayer de comprendre comment on peut utiliser ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour définir, par exemple, l'arbre couvrant minimal, ou ça va être plutôt une forêt couvrante minimale, d'un graphe avec potentiellement un nombre infini de sommets. Okay. Et essayer d'étendre cette définition pour qu'elle soit l'étendre en fait par continuité. D'accord? Donc je ne vais pas finir ça évidemment aujourd'hui. Donc on va prendre un graphe simple et on va se donner un poids qui va être symétrique. Donc cette fois-ci le poids il va de E dans R+. D'accord? Donc ça me fait mon graphe pondéré. Et on va supposer, on va travailler que sur l'hypothèse que les poids sont tous de A2 disjoints. Donc sous cette hypothèse-là, on peut définir l'arbre couvrant minimal, qui est l'unique minimiseur de... On regarde le minimum sur tous les graphes, sur tous les arbres
on prend un graphe connecté, connexe. D'accord. On regarde le minimum sur tous les sous-arbres couvrants de G, de la somme sur les arêtes de T des poids. D'accord. Donc l'objet qui atteint ce minimum, c'est l'arbre couvrant minimal, et il est unique. Sous l'hypothèse que... Donc le critère qu'on va utiliser pour définir l'arbre... Le critère qu'on va utiliser... Ouais. Le W, avec un bar, c'est le graphe sans... Taux, c'est la fonction à minimiser. Ouais. Et l'arbre, on va l'appeler le minimiseur. Donc, on va définir une fonction. G, on prend T positif. Donc, tous mes poids, ils sont positifs, ils sont strictement positifs. Et ils sont tous de la 2 disjoint. Donc, T va être positif. Pour T positif, on va définir G de T comme étant le graphe avec mes ensembles de sommets et les ensembles d'arêtes qui sont juste les arêtes dont le poids est au plus T. D'accord? Et il y a une égalité stricte là. Et quand on a ce graphe-là, voilà, et G de TV pour V un sommet, c'est la composante connexe de V dans G de T. Bon, votre graphe il est fini, donc là mon graphe il est fini. Le critère d'inclusion, est-ce qu'une arête va être ou pas dans l'arbre couvrant minimal? Il y a un critère très simple qui dit que E est une arête de l'arbre couvrant minimal de G, si et seulement si, donc E, mon arête, je vais l'appeler UV, si et seulement si, vous regardez la composante connexe du graphe lorsque vous avez regardé engendré par tous les poids qui sont strictement plus petits que WE, qui contient U, si jamais elle n'intersecte pas la composante connexe de V, alors vous mettez l'arête dans l'arbre couvrant minimal, sinon vous ne la mettez pas. Ok? Donc une arête est dans l'arbre couvrant minimal si, lorsque je regarde, j'ai mon arête UV, je regarde son poids W de E et je regarde le sous-graphe enraciné en U qui ne contient que des arêtes dont les longueurs sont strictement plus petites que W de E. Et si ces deux sous-graphes sont disjoints, alors cette arête-là, elle est dans l'arbre couvrant minimal. Et je vais finir par une définition et on verra demain que c'est la bonne. On va utiliser ce critère d'inclusion pour définir la forêt couvrante minimale d'un arbre, d'un graphe, non, qui n'est plus nécessairement fini. Toujours localement fini, mais pas nécessairement fini. On fait ça comme ça. Donc on prend un graphe, toujours la même notation là. G bar, G qui vaut V, G bar, oméga, et toujours l'hypothèse qu'il n'y a pas deux poids qui sont égaux. Donc maintenant, ça c'était une propriété. Maintenant, on va s'en servir comme définition. On va dire E appartient, on va à quelque chose qu'on va appeler la forêt couvrante minimale de G, si il vérifie deux propriétés. La première propriété, c'est la même que celle du lemme. Que les composantes connexes sont disjointes, sont disjointes. Et la deuxième composante, c'est que l'une des deux est finie.
Donc fini, un nombre fini de sommets. D'accord? Donc ça, on définit ça comme la forêt couvrante minimale. C'est comme si, donc évidemment, si votre graphe est fini, ça vous pouvez l'oublier. Et c'est comme si on connectait à l'infini, deux composantes connexes disjointes. Ok? C'est un autre endroit où l'intuition des graphes finis est trompante, on avait oublié. Ouais. Et donc demain, on verra que c'est la bonne définition. Et alors, ah oui, j'ai les connexes, ouais. Là, il n'a pas besoin d'être connexe, vu qu'on parle d'une forêt. Les deux seuls... Bon, on verra demain, c'est pas la peine que... D'accord? Donc ça va être un exemple où on va pouvoir définir par continuum, on va pouvoir montrer que l'arbre couvrant minimal converge au sens de Benjamin Ishram vers cet objet-là lorsque vous avez une suite de graphes finis. Et on fera ça demain. Et ça utilise évidemment l'unimodularité. Voilà, merci.